C'est un jour très pâle qui s'est levé, un jour très orageux, vous avez des grands nuages gris qui survolent tout le lieu du tournoi. Il y a une légère pluie mais très très fine qui tombe et qui est en train de dégager le brouillard qui s'était emparé du champ des lys. Harald, tu es sur ton cheval, scellé, harnaché, tu es dans cette énorme armure, vraiment un harnois complet qui te protège complètement. Et donc tous les foresters, les colbires, vous accompagnez Harald, vous l'encouragez encore du mieux que vous pouvez. Évidemment, le coup d'éclat de Karl Whitehill hier a fait beaucoup de bruit, et donc il y a beaucoup de badauds très tôt le matin sont venus assister à cette joute. Le roi a pris place dans les gradins avec sa famille, et ils attendent que le combat soit annoncé par un son de corps et que le combat commence. Eh bien, moi, concentré sur mon objectif, il faut que je regarde mon adversaire au loin, et je suis confiant en mes capacités. Je suis allé me recueillir ce matin au réveil au septuaire de Belor, auprès du guerrier, une des divinités des sept, pour qu'il me donne la force de vaincre de mon ennemi et redonner un petit peu d'honneur à ma famille. Effectivement, tu vois Karl Whitehill qui paraît dans une énorme armure de l'autre côté des lys. Il y a son bouclier Whitehill qu'il a bien mis en avant. Ses frères sont à ses côtés, ils lui donnent des tapes pour l'encourager. Son cheval bouge pas mal, lui-même a l'air un peu... nerveux. Voilà, en tout cas il bouge, il a l'air un peu de s'agiter. J'observe le cheval et c'est un comportement nerveux pour un destrier de combat qui m'interpelle. Ouais, alors tu te rends compte que c'est pas tant... Le cheval a un comportement assez normal, mais c'est plus le cavalier, c'est Karl Whitehill qui a l'air d'avoir un comportement un petit peu bizarre, voilà, mais c'est sûrement l'adrénaline du combat. En tout cas, ses frères n'ont pas l'air du tout d'être inquiétés. Il y a Grégor qui se met à côté de toi, Harald, qui pareil te tend une main pour que tu attrapes son bras, et il te dit « De la glace, ne le faire !» De la glace, n'est le fer, et je lui prends sa main. Bonne chance, Harald. Merci, monseigneur, je vous ferai honneur. Je me rapproche de Freya parce que je vois vraiment qu'elle est pas bien et je lui prends la main. Je le regarde simplement, il y a tout qui passe par les yeux. À ce moment-là, il y a un corps qui retentit, il y a le roi qui se lève et qui dit « Joutez !» Et à l'autre bout des lys, il y a le cheval de Karl Whitehill qui remue la terre et qui part à bride abattue et qui fonce vers toi. Karl Whitehill qui a toujours sa lance de joute levée. Je baisse ma visière. Calmement, je respire. Je donne un coup de talon à mon cheval, et il part au galop. Je tends ma lance vers moi, prêt à donner le premier coup à mon adversaire. Tu sens que ton cheval est habitué, que tu l'as bien dressé, il est habitué à ce genre de situation stressante. Il reste bien sur sa ligne, et au mesure que tu t'approches à toute vitesse de Karl Whitehill, tu as ta lance de joute qui s'abaisse, et le choc est imminent. From the eyes, bring to you kings and sons to die. Why the grass will always be marked by the cold blood of northern grass. That will give you high run high Le choc est absolument terrible. En quelques millisecondes, tu vois ta lance qui explose sur le plastron de Karl Whitehill. En même temps, tu vois sa lance à lui qui reste bien fixe, qui te rentre dedans et tu es éjecté de ton cheval avec une violence. Tu viens rouler dans la poussière. À ce moment-là, tu as une grande clameur. Tout le public est totalement subjugué par ce qui vient de se passer. Donc tu es là, le visage plein de poussière. Déjà, je vais essayer de respirer car ça m'a coupé le souffle, ce choc si violent.
J'aspire et je vais, premier réflexe pour respirer plus correctement, je vais enlever mon home. Tu enlèves ton home, tu as cet air qui revient à tes poumons. Tu titubes un petit peu, mais tu sors ton épée, tu te retournes et tu vois le cheval de Carl Whitehill qui te dépasse. Carl Whitehill est étendu dans la poussière, sur le dos. Le choc a été tellement violent que tu n'as pas vu que tu avais aussi réussi à l'éjecter. Lui, il ne bouge plus. Il est allongé par terre. Tu entends ses frères qui disent « Carl !» Ils se mettent à hurler « Carl !» Pour l'instant, il n'a pas de réaction. Le choc a dû être trop violent pour lui. Il est totalement étendu comme ça. Sachant qu'il n'a pas son épée à la main ou de dague ou ses mains sont à vue, donc je ne risque rien à me rapprocher. Je pense qu'il est juste secoué, donc je vais vers lui délicatement et attendre de voir s'il se réveille ou pas. Alors tu titubes quand même parce que t'as pris un peu de dégâts par ce choc violent, la chute t'a fait du dégât aussi, tous tes membres te font mal, et au moment où t'approches du corps de Carl Whitehill, tu vois qu'il se met un petit peu à convulser en fait, il se met à trembler. Il est pris de soubresauts de plus en plus violents. Et à ce moment-là, tu vois les frères Whitehill qui courent vers toi. Et il y a Torren qui hurle « Arrêtez le combat! Arrêtez le combat !» Ils courent comme des fous. Ils arrivent avec leurs armures, ils se mettent entre toi et leurs frères. Et ils se penchent à côté de lui, ils disent « Carl! Carl !» Carl! Et il lui enlève son home et tu vois que il est en train de convulser. Il a de la bave qui coule sur le côté de sa joue. Voilà, paniqué car je ne comprends pas ce qui a pu se passer. Effectivement, un choc, je veux bien que ce soit effectivement que ça puisse assommer quelqu'un, mais de là à lui donner des convulsions. Là t'as Griff Whitehill, le petit qui sort son épée et qui dit « Maudit Forrester !» Et il y a Grégor qui s'est mis à courir, Merrick, tout le monde court. Voilà. Damon, tu cours aussi. Je cours aussi. Voyons effectivement que ça s'échauffe, j'essaye de calmer les choses, même ceux qui arrivent de mon côté. De toute façon, les manteaux d'or ont bien compris que ça allait dégénérer, t'as tous les manteaux d'or qui arrivent, qui séparent tout le monde se met à crier, tout le monde s'insulte, et tu as la voix tonitruante du roi qui dit « Assez !» Et t'as tout le monde qui redescend un petit peu, voilà, tout le monde se calme. Un jugement par les armes a été demandé, et les armes ont rendu leur jugement. Le guerrier a souri aux vainqueurs et prouvé la justesse de leur cause. L'affaire est entendue, que leur juste victoire soit par tous reconnue et que le tournoi continue. À ce moment-là, voilà, les manteaux d'or vous séparent et vous avez les frères Whitehill, Ebert, Torren, Griff, ainsi que le maître d'armes Harris Beskerk qui prennent Carl, qui l'amènent à son père, Lord Whitehill, qui a l'air complètement paniqué, qui dit « Carl, Carl !» et qui le font sortir du terrain. Bien joué. Je sais pas ce que vous avez fait, mais bien joué. Justement, je comprends pas ce qui s'est passé, je comprends pas la réaction, effectivement, les spasmes de mon adversaire, du coup je vais vers la lance cassée, vers ma lance, pour vérifier que que le bout de ma lance n'a pas été truqué, n'a pas été émoussé ou je ne sais quoi. Ça me paraît bizarre d'asséner une telle blessure à un adversaire avec une simple lance. Donc tout de suite, avant que quelqu'un s'empare de ta lance et que la preuve disparaisse, tu as réussi à retrouver le bout de ta lance, la pointe de ta lance, au bout duquel il y a un bout en métal qui est là pour amortir le choc et pour ne pas blesser les jouteurs. Et tu vois que si ta lance a explosé, ce bout-là n'est pas du tout brisé. À aucun moment il s'est enfoncé dans l'armure de Carl Whitehill. C'est le choc qui l'a fait se briser instantanément, mais à aucun moment il n'a pénétré la peau de Carl Whitehill. En observant bien le bout de ta lance, tu remarques qu'il n'y a absolument aucun liquide suspicieux. Enfin, tu remarques que personne n'a touché à ta lance. En voyant que ce n'est pas moi, ma lance, qui ai provoqué ça, me revient à l'esprit le comportement bizarre, nerveux de mon adversaire au début de la joute. Je me dis alors qu'il s'est passé quelque chose et je me rends compte que ce n'est pas mon coup qui était fort effectivement, mais c'est pas ça qui a pu le rendre comme ça, donc il a dû être peut-être empoisonné ou il était malade avant de jouter. Le comportement du cheval n'avait rien d'extraordinaire, c'était effectivement son cavalier qui devait montrer des signes de nervosité ou de tension en tout cas, qui tentait à malmener le destrier, quoi. Vous avez quitté le terrain de joute, tous un petit peu hébétés, vous êtes donné rendez-vous dans votre tente. Il y a un silence un petit peu pesant qui règne dans la tente. Carl Whitehill a été emmené par sa famille sous sa propre tente. Vous entendez au loin, même dans le silence, ces cris de douleur qui résonnent partout dans le camp. Il y a Grégor qui prend la parole. Je vais le demander une fois, pas deux. J'ose espérer que vous ferez preuve de la plus grande sincérité. Est-ce que quelqu'un a empoisonné Carl Whitehill ou a essayé d'attenter à sa vie? Non, monseigneur. Père, voyons. L'idée ne nous serait même pas venue à l'esprit.
J'ai envie d'y croire, mais qui voudrait pouvoir empoisonner Carl Whitehill? Est-ce qu'on sait même s'il a été empoisonné? Ça se trouve, il souffrait d'une affliction antérieure et qu'il y a peut-être eu une révolution à ce moment-là et peut-être demander à son maître, je crois qu'il a peut-être un devoir de transparence. Si notre maître à nous, Maître Ortengreen, allait demander directement l'avis du maître, ce dernier pourrait lui peut-être afficher le profil médical de Karl. Maître Ortengreen, vous pouvez faire ça? J'essaierai, monseigneur, j'essaierai de le voir en dehors de campement Whitehill, parce que je ne pense pas que je serai le bienvenu là-bas, mais si je peux avoir des informations sur ce qui se passe, j'irai et je vous les transmettrai le plus rapidement possible. Je ne pense pas que l'un de nous, de notre famille ou amis, ait pu empoisonner notre ennemi. Mais je ne pensais pas forcément à vous. Et Je pense. il regarde Daemon et Cale. Et Cale qui lui dit: je suis revanchard, mais ça joue plus contre nous qu'autre chose. Mais si vous le permettez, je pense qu'il serait aussi intéressant de savoir peut-être que notre ami qui nous a offert cette dague en os de dragon, découvrons qui cela peut être, car s'il nous veut du bien, peut-être qu'il a eu pensé que c'était une bonne idée d'empoisonner notre ennemi. Drôle d'ami. Moi, je pense sincèrement que la présence même de cette dague montre à quel point tout ce qui nous concerne, toute cette histoire, tous les enjeux nous dépassent entièrement. C'est ça qui est rageant. Pourquoi, depuis qu'on arrive à Port-Réal, on n'a jamais un coup d'avance? Il serait temps qu'on se remue un peu les méninges et qu'on arrête d'être passif et qu'on arrête d'être victime. On court à chaque fois avec un train de retard. Débrouillons-nous, je vous fais confiance, mais essayez de trouver une solution à ce mystère avant que ça nous retombe dessus, parce que vraisemblablement, nous serons accusés par les Whitehill. Je me disais simplement qu'avec Cale, on pourrait aller activer nos réseaux, on connaît bien la ville, on connaît du monde, on pourrait avoir des informations assez rapidement. Allez peut-être retrouver Carmine, votre ami Bard, qui pourrait avoir quelques renseignements. Ce genre de personne a souvent l'oreille bien tendue pour recueillir certains ragots. Mais si j'ai cru comprendre le jeu de regard entre Carmine et notre ami Daemon, les relations ne sont peut-être plus au même beau fixe que quelques jours auparavant. Je saurais les remettre. Si ça peut servir votre famille, je ferai en sorte en tout cas d'obtenir les informations qu'il faut. Mais je pense pas que la personne qui est empoisonnée, cet énergumène, soit un ami. À mon avis, je pense que la réputation de notre maître d'armes l'a précédé. Cet ami a voulu, je pense, nous porter préjudice en l'empoisonnant parce qu'il pensait évidemment que Harald allait remporter le match. Je pense qu'il s'attendait à ce que tu gagnes et ça ne l'arrangeait pas. Ça n'arrangeait pas ses affaires et le fait de gagner de cette façon-là lui permettra de reprendre la main. Donc tu penses que le but de cette opération était de nous rajouter une accusation sur le dos? Ça pourrait pas être la personne, l'homme ou la femme qui avait le crâne rasé et qui a engagé les mercenaires? Le tatouage de serpent. C'est possible, il faut qu'on continue de se renseigner là-dessus en tout cas. Ça va être assez singulier de ma part de le dire, mais je pense que les Whitehills sont dans le même panier que nous. Et que notre rivalité profite à un tiers qui, pour le coup, possède des pions beaucoup plus avancés que les nôtres dans cette histoire. Le comportement de la reine était un peu étrange lors du banquet. Ce que je veux dire par là, c'est que le roi n'avait pas l'air de vouloir traiter cette affaire, cette demande de Karl. Et c'est elle qui a poussé pour que l'écoute soit faite. C'est donc elle qui a poussé pour que ce duel ait lieu. Andro Estremont nous avait dit qu'elle avait un intérêt particulier à commercer avec les Whitehill. C'était dans son intérêt de pousser Karl à nous combattre et à nous vaincre sur le champ de bataille. Possiblement. Gardez la tête froide, je vous laisse participer au tournoi. Et cet après-midi, si nous avons le temps, je vous laisserai commencer à fouiner à droite à gauche pour essayer d'obtenir le plus de renseignements possible. Le tournoi va commencer pour vous. Duncan, tu vas être le premier à passer en lice, suivi de Daemon juste derrière toi, et un tout petit peu plus tard Andrea. Moi, je suis avec le clan Forrester, du coup, directement dans les écuries, au point de départ de chaque joute, pour veiller à ce que l'humeur soit au beau fixe. Grégor est là, Merrick est là pour te soutenir, il y a Gareth l'écuyer, Maître Ortengreen qui sont là également, pour au cas où tu te ferais blesser pendant ta première joute. Alors moi évidemment je vais voir mon poulain avant qu'il rentre en lice et puis je lui dis évidemment de suivre mes conseils. Rappelle-toi Duncan ce qu'on avait dit, la défonce et ne fonce pas de tête baissée. Pas tête baissée, ouais. Tu surveilles ta garde, évidemment à la première ouverture, tu fonces. Ouais, je stresse un peu quand même, je te le cache pas. Souffle, t'inquiète pas. Rappelle-toi sur quoi on s'est entraîné, et évidemment tout va bien se passer. Donc souffle, tout va bien se passer. Merci. Donc, on est dans les gradins, non? Ouais. Et je suis à côté de Rodrigue, je sens qu'il commence à s'inquiéter.
que le stress commence à monter parce que c'est Duncan qui va passer, je lui prends la main. Moi, si je suis dans les gradins, c'est mon frère qui va ajouter, donc forcément je veux voir quoi. Il y a Kale qui s'est installé avec vous du coup, qui attend que Daemon passe. Kale il passe un petit peu plus tard dans la journée, donc il a l'air aussi un peu dans l'attente voilà, de ce qui va se passer. Du coup il y a des trompettes qui retentissent, tu sais que c'est le moment pour toi de t'avancer Duncan, devant cette foule et toutes ces acclamations qui te submergent. Vraiment tu te retrouves seul face à ton adversaire. Tu vois à l'autre bout des lys que le fameux Rickard Kering qui t'avait déjà presque insulté la veille lors de la présentation des armes, il te lance un regard retors, il abaisse sa visière et dès que les trompettes ont fini de résonner, tout de suite il talonne son cheval, il s'élance au galop et il fonce dans ta direction. Je suis un peu surpris parce qu'il va vraiment extrêmement vite, donc c'est de talonner mon cheval pour reprendre de la vitesse et arriver suffisamment fort. Je mets ma lance bien droite et au moment de frapper, je la baisse pas suffisamment, malheureusement. Tu n'as pas eu le temps de bien ajuster ta lance, tu as été un petit peu pris au dépourvu et tu n'arrives pas du tout à viser son bouclier. Ta lance, au moment du choc, est totalement dirigée vers sa tête. Il a un mouvement brusque sur le côté, mais ta lance touche quand même son casque. Lui s'est écarté, donc il ne te touche absolument pas. Et immédiatement, il y a un des arbitres qui lève un grand drapeau rouge. Et tu entends une voix qui dit « Pénalité pour Duncan Forrester pour jeu dangereux. Une deuxième pénalité vous éliminera du tournoi. » Effectivement, tu ne t'es pas assez vite ajusté. Viser le cheval ou viser la tête, c'est considéré comme de l'anti-jeu. Tu es, dès ton premier échange, lourdement pénalisé. Ouais, même si c'est pas volontaire, je me sens assez mal quand même pour ça. Immédiatement, au moment où tu te rends compte que tu avais une pénalité, tu entends un rire rauque à l'autre bout de la lisse et tu vois Rickard Kering, tu entends qu'il rit à gorge déployée et tu entends qu'il hurle « J'en entendais pas moins d'un assassin comme vous, Forrester !» Et il retalonne son cheval et il te refonce dessus. Là, ça m'énerve un petit peu. Et je pense que grâce à ça, j'arrive à me reconcentrer, à avoir un petit peu de sang-froid et je repars aussi plus belle. Vos lances explosent, vos chevaux hennissent au moment du choc. Lance contre bouclier, bouclier contre lance, tout explose dans un éclat de bois. Tu as fermé les yeux en beau moment, tu n'as pas trouvé ce qui s'est passé, mais tu as plutôt bien frappé. Tu arrives à rester en selle et en te retournant, tu vois que Rickard Kering n'était pas très loin d'être désarçonné. Bien joué Duncan, c'était une très très bonne deuxième joute. Maintenant concentre-toi, pas de deuxième pénalité, tu sais que ça sera éliminatoire. Donc tu te concentres et tu me le désarçonnes de son cheval, ok? C'est fait. Les trompettes résonnent. Ton cheval a pris l'habitude, tu le retalonnes, il se remet à galoper et tu abaisses ta lance dans la direction de Rickard Kering. Au moment où vous vous croisez, vos lances ricochent sur les armures l'un de l'autre, vous n'arrivez pas à vous désarçonner, vos lances ne sont pas brisées et tu sens l'énervement et l'adrénaline qui a gagné ton adversaire au moment où il te refonce dessus. Bah, je refonce dessus comme avant. Au début, j'avais pas trop de stratégie, je me disais simplement il faut que je touche. Et là, 1 ou 2 secondes avant d'arriver vraiment à son niveau, je me rends compte qu'il y a une faille. Juste ici au niveau des côtes. Donc c'est là où j'oriente ma lance. Quand tu le frappes de plein fouet, au moment où vous vous croisez, tu as juste le temps de le voir qu'il arrache sa selle, il va rouler dans la poussière. Au moment même où il y a une grande clameur qui s'élève des lys, tu ne le vois pas, mais il y a Roderick qui se lève et de son bravet, il fait yes! Il est très très content, très fier voilà, de ce qui vient de se passer. Tu es vraiment écrasé par toute cette foule qui te salue, qui t'applaudit. Voilà, c'était une belle joute, un bel enchaînement. Et derrière toi, tu vois Rickard Kering qui se relève dans la poussière, qui enlève son casque, qui le jette par terre de rage, qui jette un doigt accusateur vers toi et te dit « Maudit traître! Assassin! Vous avez triché! C'est la seule chose que vous savez faire, les Forrester! Vous avez triché, vous êtes une famille de tricheurs, comme vous avez triché avec Carl Whitehill! Tout le monde ici s'est rendu compte que votre combat n'était pas loyal, et que vous avez usé de subterfuge, de triche, pour le remporter. » En effet, monseigneur, je pense que vous avez raison d'une certaine façon. Les dés ont été pipés, je pense. Je pensais que c'était un tournoi qui accueillait simplement des chevaliers et je me rends compte que vous n'avez aucune maîtrise de votre cheval et de votre lance. J'espère que ça ira pour vous, en tout cas pour la suite. Chien, vous me le paierez! Il crache par terre et il quitte les lys dans l'autre sens sans te jeter un regard. Et en même temps, c'est un peu une victoire en demi-teinte. Vous entendez aussi des gens qui hurlent effectivement à la tricherie, qui hurlent, qui commencent à trouver ça un peu gros, notamment par rapport à ce qui est arrivé à Carl Whitehill. Voilà, il y a une espèce de murmure qui se répand dans la foule, comme quoi éventuellement cette victoire n'aurait pas été dûment gagnée. Moi, je m'adresse à Roderick discrètement, je lui dis tu vois que tu pouvais faire confiance à ton frère. Ouais, il s'est débrouillé bien mieux que ce que j'imaginais, mais je pense qu'il est aussi tombé face à quelqu'un qui a peut-être perdu son sang-froid et perdu ses moyens. Rickard Kering, il a une dent contre nous, mais je pense qu'il a bien su l'utiliser. Mais bon, c'est très bien. Pour nous et pour le bois de Ferroger et pour Duncan, je vais aller le féliciter. Et il se lève et il part le rejoindre. Moi, je regarde Duncan qui revient avec un grand sourire, fier de lui, évidemment. Je te regarde et je souris et je te dis... Tu
peux mieux faire. Il y a ton père qui te prend dans tes bras et dit c'est bien Duncan, c'est bien, je suis fier de toi fils. Viens, je vais t'aider à enlever ton armure. Ouais, je veux bien. J'ai mal partout. Ser Daven, Daemon, tu t'es préparé discrètement en lice, tu as revêtu ton cheval. Ton bouclier a été repeint par l'écuyer de Gregor Forrester. Au moment où il te l'amène, tu sais, c'était un bouclier en bois de ferrugier, tu lui avais demandé une flamme noire sur un fond bleu. Et tu vois qu'en fait, c'est un peu emmêlé les pinceaux, il s'est un peu raté, et du coup, il a fait une flamme bleue sur un fond noir. Enfin voilà, il est un peu embêté, il t'a amené ce bouclier, Gareth. En vérité, je prends le bouclier. Je suis déjà très énervé de m'être ridiculisé face à tout le monde, même si je suis caché, je suis dissimulé, ça m'énerve, ça touche véritablement quelque chose en moi, j'ai tendance à tout rater donc ça m'énerve beaucoup, d'autant que je ne sais pas pourquoi je suis irrité maintenant par même les signes d'amour qu'il peut y avoir pour Duncan, la famille, tout le monde autour, bravo, félicitations, je commence à me sentir un petit peu seul, couplé au stress, ça fait qu'en fait il faut pas me parler. Il y a Gareth qui dit allez-y Daemon, j'ai foi en vous, je pense que vous êtes promis à de belles choses, même si vous n'êtes pas chevalier, j'ai hâte de vous voir jouter. Je suis quasiment rien entendu de ce qu'il a dit. Donc tu rentres en lice contre Ser Robert Ashford, un chevalier avec cet écusson orange sur lequel il y a une grande flèche blanche avec un soleil blanc. Tu vois qu'il te toise de l'autre côté de la lice et au son des trompettes, il pousse un cri et se jette à l'assaut au galop. Au son des trompettes, du coup, je m'élance aussi au galop. Je dois admettre que je suis déjà énervé, extrêmement stressé. J'ai jeté un dernier regard aussi à Freya, aux gens dans la tribune. Je pense à mon père, je pense à ma mère, je pense à ma soeur, je pense à toutes les erreurs que j'ai pu faire. Et en fait, je me concentre pas tellement sur le fait de toucher, juste sur le fait d'aller vite. Et je suis pas assez concentré du tout sur ce qui se passe. Je suis pas assez aux aguets. Le choc presque te surprend. Il est bien plus violent que ce à quoi tu t'étais préparé. Au dernier moment, tu n'as pas bien pointé ta lance. Au dernier moment, tu t'es pas bien préparé à recevoir le choc. Tu sens comme un point de fer qui vient te cueillir au creux du ventre. Tu as d'un coup le souffle coupé et au moment où tu reprends tes esprits, tu as ce goût de terre et de poussière dans la bouche. Tu te rends compte que tu regardes le ciel et tu as une grande clameur accompagnée de grands éclats de rire moqueurs qui s'élèvent dans toute la foule. Tu te retrouves à terre, au sol, et tu réalises que tu as perdu ta joute. Je le savais. Tu entends un cheval au trot qui se rapproche de toi, et tu entends c'est Robert Ashford qui te dit « Eh bien, Sir Daven, j'en attendais plus malheureusement d'un chevalier errant, mais écoutez... vous avez fait ce que vous avez pu. » Il talonne son cheval et il s'éloigne. Et tu entends toujours dans les lices ces railleries. Ser Daven le flamboyant. Je me relève péniblement et je salue bien bas toute la foule. Et je tourne les talons et je m'en vais. Aurions-nous le plaisir de connaître votre identité, Ser Daven? C'est Cersei Lannister qui dit ça depuis la lice royale. Je m'arrête, je me retourne, je me mets à genoux et je dis votre grâce, si ça ne vous importune pas, je préférerais garder mon identité secrète. Ma foi, le mystère de notre Ser le flamboyant serait un petit peu gâché si nous venions à en révéler son identité. Vous pouvez y aller, Ser Daven. Vous aurez le mérite d'avoir bien amusé à la cour. Merci votre grâce, si je peux servir à quoi que ce soit, je m'en vais. Je me suis levée. Je vais aller le retrouver, savoir comment il va. Parce que je sais que ça lui a fait beaucoup de mal. Et c'est plus fort que moi en fait, j'ai besoin d'y aller. Et tu vois Kay à côté de toi qui effectivement est un peu comme ça, un peu dépité par ce qui vient de se passer. Donc tu rejoins Daemon au niveau de sa tente. Non, je suis pas dans ma tente. Je suis parti. D'accord. Je suis parti en ville. Pour me retrouver, ce sera compliqué. Là, je sais que ça va être le tour d'Andrea, donc je commence à m'inquiéter de voir que Roderick ne revient pas. Je le cherche du regard, je le vois pas, et je commence à m'agacer fortement parce que je me dis que j'ai été là pour lui quand c'était le tour de Duncan et qu'il n'est pas là pour moi quand c'est le tour de mon frère. Et au son des trompettes qui retentissent, qui annoncent la joute, il y a Roderick qui arrive un petit peu en claudiquant, le bras en écharpe, et qui arrive dans les gradins et qui se remet à côté de toi et qui dit « Ah, juste attends. » Je détourne le regard.
Andrea, du coup, tu vois ton adversaire, le jeune Bennis Justman, qui est à l'autre bout des lices, qui a l'air tout excité à l'idée de jouter et qui fait trotter son cheval. Je cherche Astrée dans les tribunes, mais je pense qu'avec la visière et le mouvement de foule, je n'arrive pas à la trouver. Je voulais juste qu'elle voie que je portais notre emblème. D'un geste un peu arrogant, contre les normes de ce genre d'événement, je fais paraître mon écu et je reviens à ma préparation. Je suis complètement dans ma joute, le monde n'existe plus et je regarde mon adversaire et je me prépare à lancer. Tu rebaisses ton bouclier. La clameur de la foule retentit, vos deux chevaux se foncent l'un sur l'autre en arrachant des mottes de terre, des mottes d'herbe du sol. Tu sens que vraiment les deux chevaux prennent une très grande vitesse et vous arrivez l'un contre l'autre avec force. Le choc est extrêmement violent, ta lance explose et en même temps tu as réussi au dernier moment à bien le cueillir au creux de l'estomac. Tu restes bien en selle, tu as le temps de te retourner et tu vois après quelques soubresauts sous son cheval ton adversaire Bennis Justman qui s'effondre dans la terre. J'avance au pas en restant sur ma monture et je m'assure qu'il aille bien, mais qu'il n'ait pas perdu connaissance. Il y a Roderick qui se lève à côté de toi et qui pousse un cri de joie, qui se jette dans tes bras, qui te prend dans ses bras, Astrée, et qui célèbre la victoire de Andrea. Moi, je me laisse un peu faire, mais je me dégage rapidement de ses bras pour rejoindre mon frère. Alors, il y a Bennis Justman qui se relève. Je lui tends une main fraternelle et je lui dis belle joute, et avec un léger sourire, vous m'avez fait douter. Et il te prend la main et te dit « Bien joué, Colbir, vous êtes des très bons cavaliers dans le Nord, ça c'est indéniable. » Il se tourne vers le roi et il te soulève un peu aussi la main pour montrer voilà, que c'est toi le victorieux. Il salue ta victoire et il repart à pied au niveau des tentes. Alors après, il y a tout le groupe, Merrick, Gareth, Grégor qui courent vers toi et qui te saluent, qui te prennent dans leurs bras. Il y a Grégor qui te dit « Andrea, je ne doutais pas des compétences de mon meilleur cavalier, félicitations. » Bravo Andrea, mais la prochaine fois, offrez-nous un peu plus de suspense. Beaucoup trop rapide. Moi, j'ai attendu que tout le monde lui ait adressé leurs félicitations. Et je m'approche discrètement de lui, dans l'oreille, je me penche sur son oreille et je lui dis je suis très fière de toi. Je souris sans la regarder parce que je sais qu'elle fait ça pour pas qu'on s'affiche. Et du coup, je lui fais un petit coup de coude pour jouer un peu avec elle, quoi. Andrea, même si ça semblait évident, incroyable. Ah, ce n'est que le début. Bien, allons festoyer, allons célébrer ça. Bon, j'aurais aimé que Daemon se joigne à nous, mais j'imagine qu'il a peut-être envie d'être seul. Allons festoyer en attendant le tour de Kayle cet après-midi. Donc moi j'ai pas rejoint les autres, je suis en périphérie du tournoi dans une petite buvette également, pas une autre, je me suis éclipsé rapidement, il y a des filles qui dansent, je les regarde pas, moi c'est surtout avec l'alcool que j'ai rendez-vous là. Tu entends une voix derrière toi qui te dit « Ah, je savais que j'allais te trouver dans le coin ». Il y a Kayle qui pose sa main sur ton épaule et qui s'assoit sur un tabouret à côté de toi. Il y aura d'autres occasions, Daemon, tu te mets trop la pression, c'est pas avec des tournois, les tournois du roi que tu auras tes éperons et ta cape de chevalier. Tu sais très bien que c'était important. Ouais, mais je veux dire, on aura d'autres occasions de prouver sa valeur et c'est pas ça qui fait... Kayle. En fait, mon père a raison. Je suis rien. Ton père est un sale bâtard, peut-être un des pires hommes que j'ai pu croiser sur cette terre. Le pire dans l'histoire, c'est que je n'ai que faire de devenir chevalier. Moi, tout ce que je veux, c'est exister, c'est vivre. Peut-être qu'il a raison. Peut-être que j'ai juste pas été assez fort pour protéger ma sœur. Peut-être que tout ce que je touche, en vérité, disparaît dans les flammes. Peut-être que tous ceux qui se lient à moi, qui m'approchent, sont voués aussi à subir le même sort. Je suis pas capable de les défendre. Tu es à l'orée d'un puissant fond, Daemon. Mais tu as déjà fait tes preuves, ça fait 2 ans qu'on écume les routes et qu'on a fait valoir la force de nos épées absolument partout dans Westeros. C'est pas la cape qui fait le chevalier. Ouais. En tout cas, tu m'as moi. Je sais, mon frère. Je serai là, quoi qu'il advienne. Merci. Tu sais que t'es le plus important pour moi. Et toi pour moi. Allez, buvons. Donc vous êtes à la buvette tous les autres, et du coup, voilà, vous avez passé aux premières joutes. Donc oui, effectivement, les joutes suivantes sont le lendemain, donc vous avez complètement le temps, vous allez l'après-midi pour vous reposer, pour faire ce dont vous avez envie. Du coup, mon objectif, Sir Gregor, est d'aller rechercher l'écuyer de Karl Whitehill pour comprendre un peu et savoir qu'est-ce qu'il a pu faire dans les 24 dernières heures avant notre duel, et savoir
qu'est-ce qui s'est passé exactement, et on enquête sur son état et pourquoi il a été comme ça. D'accord, mais l'écuyer ne va pas être facile à approcher, j'imagine. Ne vous mettez pas en danger. Non, 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 mon objectif est d'être discret, c'est pour ça que j'aimerais y aller seul. Ce que je ne comprends pas, c'est que je pensais que c'était nous, les Forrester, qui étions visés dans cette affaire et qu'on cherchait à nous faire du mal, à nous voler notre commerce de ferrugier. Et Whitehill aussi semblait vouloir faire du mal à Duncan, et tout d'un coup, c'est Carl Whitehill qui est frappé. Il y a quelque chose qui m'échappe dans cette histoire. On dirait que le vent a tourné. Que dans un premier temps, on voulait nous prendre le bois de ferrugier parce que la famille Whitehill avait réussi à s'associer et à trouver un moyen de le vendre. Et je pense qu'on a réussi peut-être à suffisamment défendre nos positions et peut-être que les Whitehill sont devenus un petit peu gênants. Et pourquoi vouloir assassiner dans ce cas-là l'héritier de la famille Whitehill et pourquoi pas Lud Whitehill, le seigneur de la maison qui serait le plus à même d'être gênant? C'est ça que je ne comprends pas, pourquoi cet homme en particulier. Simplement parce qu'il ne représente pas l'avenir. Créer de l'inconfusion. Peut-être que oui, c'est que de la poudre aux yeux. Mais c'est quand même des mouvements assassins extrêmement dangereux et risqués pour de la simple poudre aux yeux. Peut-être essayer de retrouver Ptek. Il pourrait avoir des informations encore. Je pense qu'il a pas tout dit. Allegra Estremont aussi semblait le connaître et faisait semblant de pas le reconnaître. Peut-être que en allant la voir elle, on pourrait soutirer des informations. Faites attention à cette femme, j'ai l'impression que ses paroles sont du venin et qu'elle ne nous apprécie guère. Après, j'aimerais ne pas détériorer notre relation avec Andrew Estremont qui est très bonne et qui s'occupe principalement lui du commerce de ferrugier. Bien entendu. Je sais que ça va vous paraître un petit peu impromptu vu la situation, mais j'ai accepté de parler avec Andrew de son père Lomas qui est décédé dans le Nord il y a bien longtemps. Il sait que nous partons à la fin du tournoi et son père est mort quand lui devait avoir autour de 5 ans. Et du coup, j'ai accepté de discuter avec lui de son père. Justement, Lord Grigor, ça pourra peut-être paraître un petit peu avancé ce que je m'apprête à vous dire, mais vous savez que la rancœur est quelque chose qui se cultive. Personne à part vous était là lorsque Lomas Estremont a péri au-delà du mur. Dès lors que vous avez envoyé cette dernière lettre à sa descendance, finalement c'est votre parole contre celle du destin. Et on voit très bien ce que la rancœur peut générer comme conflit chez les Whitehill, chez d'autres familles belliqueuses comme celle-là. Et même si les Estremont se montrent très amicaux envers nous, je me méfierais de cette rancœur dormante. Lomas était mon meilleur ami et ça, tout le monde, tous les gens qui l'ont connu et qui nous ont connus le savent. Est-ce que vous savez qui a élevé ses enfants par la suite? Ma foi, je sais que Andrew a été l'écuyer de Stannis Baratheon. Je ne vois pas pourquoi il aurait de la rancœur, puisque... Peut-être pas Andrew. Je pensais effectivement à Allegra ou... à son frère Anton. Mais étonnamment, son frère Anton n'a pas l'air du tout, lui... il n'a pas l'air de vouloir se renseigner auprès de son père. J'ai l'impression qu'il s'en moque. Et justement, le fait que ce père ait été absent pendant quasiment toute sa vie, j'ai l'impression qu'il l'a un peu renié dans son esprit. Quand est-ce que vous comptez passer le voir? C'est lui qui va venir me voir au campement. Ce soir? Cet après-midi. Cet Ouais. après-midi? Voilà. Vous allez le rencontrer seul? Non, je resterai avec Roderick. Vous ne t'inquiète pas, je suis sur mes gardes, Duncan. Oui, tout de même. Oui. Je fais confiance à Andrew, mais je ne sais pas de quel côté viendra le prochain coup, donc je reste avec Gareth, Roderick. Voilà. Vous allez attendre du coup que Cale passe au tournoi et ensuite vous pourrez un petit peu vaquer à vos diverses occupations. Daemon, tu vas voir Cale, tu vas assister à sa joute. Il la remporte, il se qualifie contre Ser Creston Yarwick. Évidemment, pour le reste du tournoi, Carl Whitehill a fait forfait, puisqu'il est évidemment indisposé pour jouter. Donc c'est Ser Preston Verchamp, son adversaire, qui est qualifié automatiquement et qui se retrouve face à Jaime Lannister. Torren Whitehill, lui, passe au second tour. Il a réussi à se qualifier face à un chevalier des Terres de l'Orage. De qui vous connaissez aussi, il y a Anton Estremont, le frère de Andrew Estremont, qui se qualifie aussi. Et sinon, en joute assez marquante, il y a les deux chevaliers du tournoi qui venaient des îles de fer qui étaient tombés l'un contre l'autre. Assez peu de chance pour que ça se produise. Et sinon, il y a le duel assez incroyable entre Oberyn Martell et Humphrey Hightower, donc deux très très grands shooters. C'est un duel qui dure assez longtemps, mais il y a une supériorité quand même assez nette de Humphrey Hightower qui remporte la joute et qui du coup élimine Oberyn Martell. Alors au moment où les cavaliers enlèvent leur casque pour saluer la foule, Freya, tu reconnais que cet homme, Oberyn Martell, cet homme du sud au teint un peu basané, c'est l'homme qui avait assisté à la scène quand les Whitehill avaient provoqué Duncan et Harald sur le champ d'entraînement. Et quand ils s'entraînaient. Voilà, tu remarques, donc c'est le prince de Dorne, c'était cet homme-là qui avait assisté à la scène. Donc Daemon, voilà, tu rejoins Cale. Évidemment, je le prends dans mes bras, je suis extrêmement heureux pour lui. Et allez, viens Daemon, allons rejoindre les Forrester, ça va nous changer les idées. On va voir avec eux un petit peu comment se passe la suite des choses. Tu comptes toujours les aider?
Bien sûr, bien sûr. Si je peux servir à quelque chose. Allez, arrête, tu vas voir la petite Freya. Non, enfin, j'ose même pas la regarder. Et il accompagne Daemon qui arrive avec vous. Bah bravo pour l'ajout de Kay. Ben merci. C'était très bien joué. Toi aussi, Damon. Ça peut arriver d'être un petit peu étourdi, mais ça ne remet absolument pas en cause vos capacités, il faut que vous le sachiez. Très bien, je sais pas trop pourquoi vous dites bravo, mais je vous remercie, Duncan. C'est très compliqué de participer, enfin je m'en suis rendu compte, hein, c'est ma première joute, mais faut déjà avoir du courage pour s'inscrire et pour... Je vous trouve un petit peu vaniteux dans votre remarque, mais très bien. Ah, vous pensez? Oui, Désolé, je voulais pas vous blesser. c'est pas grave. Bien, les enfants, je propose que tout le monde va à ses occupations et que on se retrouve ce soir. Voilà. Je suis très fière de toi. Merci. Voilà, t'es pas mon frère pour rien. Un peu déçue pour Daemon, mais je voulais surtout aller voir du côté des Martels. Je sais pas ce que t'en Pourquoi penses. des martels? Parce qu'ils t'observaient. Donc je sais pas, je pense que ça pourrait être intéressant d'aller... Pour en savoir plus, j'imagine. Juste avant que tout le monde s'en aille, je m'en rapproche juste de Duncan. Je lui mets la main sur l'épaule, je fais excusez mon énervement. Je pense que vous pouvez comprendre ma déception. Ah oui, bien sûr. Je m'excuse platement. Je voulais pas vous offenser. Hein. Et je m'éloigne. Donc vous avez décidé tout de suite de quitter le reste du groupe des Foresters et de vous orienter vers la tente de Oberyn Martell, qui est assez visible parce qu'effectivement le blason des Martell, le soleil rouge sur un champ orange et qui est percé d'une lance jaune est très facilement remarquable. Donc vous arrivez devant la tente, il y a deux hommes en armes qui sont habillés très typiquement à la manière dornienne. Vraiment, Dorne, c'est à l'extrême opposé du Nord. Ces gens-là, dans leur style, dans leurs coutumes, dans leur manière d'être, dans leurs vêtements, dans tout ce qu'ils transpirent, sont à l'exact opposé de tout ce que vous avez vu dans votre vie. Vous avez ces deux hommes qui ne vous disent pas un mot, mais qui vous regardent avec des yeux noirs au moment où ils comprennent que vous approchez de la tente. Je suis encore plus impressionnée. J'essaie de me faire toute petite, mais en même temps, j'avance, je me sens en sécurité aussi avec mon frère. Messeigneurs, bonjour. Bonjour. Je me présente Duncan Forrester, ma sœur. Freya Forrester. Et nous aimerions, si c'est possible, nous entretenir avec Oberyn Martell. Avec cette bête, cet animal, Elle ne vous plaît pas? il m'a l'air assez dangereux. Alors, dans le Nord, nous arrivons à apprivoiser ces bêtes-là. Ma sœur, en tout cas, a bien réussi. Il y obéit au doigt et à l'œil. Alors vous entendez une voix qui vient de l'intérieur de la tente et qui dit laisse-les rentrer, Sora. Le mal est fait, ils sont déjà là. Et il rentre avec vous, il dit mon prince, je me réserve le droit de tuer la bête si elle présente quelques mouvements violents. Vous rentrez avec lui et il y a Oberyn Martell qui est en train de se changer et il est torse nu. Alors c'est un homme très athlétique qui doit avoir autour de 40 ans, peut-être 40 ans passés, mais qui reste dans une forme un peu olympique. Voilà, il est très bien bâti. Je suis un peu gênée, du coup je détourne un petit peu la tête et je mets une main sur Vali. Ça me rassure. Et pour le calmer lui aussi, au cas où. Alors il a remarqué, Oberyn Martell, que t'as détourné le regard, et ça a l'air de l'amuser. Il dit, vous devez pas avoir beaucoup d'hommes torse nu dans le Nord, j'imagine. Il fait trop froid peut-être, là-bas. Il fait un peu frais en effet, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez, Forrester? Oh, nous aurions aimé vous parler déjà, vous féliciter pour la joute. C'était très impressionnant. Merci, vous étiez obligé de venir ici pour me féliciter? Je dois vous avouer que nous étions aussi assez curieux. Nous sommes du Nord, vous l'avez aisément remarqué, et nous ne connaissons rien des coutumes du Sud, c'est notre premier voyage. Et vous n'êtes pas du tout là pour essayer de chercher une main qui pourrait vous aider dans vos histoires de ferrugier. C'était pas forcément le but principal, mais... Mais tout le monde vous a vu rentrer dans ma tente, ce qui tombe plutôt bien à point. Pour vous. Tout dépend de comment nous serons reçus, j'imagine. Nous ne voulions pas vous mettre dans l'embarras en tout cas. Ce n'était pas du tout ce que l'on voulait. Ouais, pour ça, je crois que c'est déjà un peu raté. Mais je ne suis pas votre ami, Forrester, mais je ne suis pas votre ennemi non plus, et je n'ai que faire de vos histoires dans le Nord, ça ne me regarde pas. Je ne sais pas ce que vous attendez de moi, mais vraiment, je ne vois pas en quoi je pourrais vous aider d'une quelconque manière que ce soit. D'ailleurs, je ne le souhaite pas. J'ai amené avec moi mon bouclier de ferrugier, je lui tends, si jamais il veut l'attraper ou pas. T'as son homme de main qui s'avance et qui prend le bouclier à sa place, et lui, il reste les bras croisés comme ça. J'espérais. Belle pièce. Merci, on travaille assez dur pour ça. Je me disais qu'on pourrait peut-être vous offrir ce bouclier. C'est bien aimable, mais malheureusement ça me mettrait dans une position embarrassante et je n'ai pas envie de prendre parti dans cette histoire de Forrester et Whitehill. Comment s'appelle cette bête? Et il s'accroupit auprès de Vali.
C'est Vali. Et tu vois qu'il s'en approche comme personne s'en est approché, il le prend par les joues, il fait blanc, 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 et tu vois que Vali, en mode il se laisse cajoler, il grogne, il miaule, et il a l'air totalement très à l'aise avec cet animal. Discrètement, je regarde un petit peu dans la tente pour essayer de voir si je trouve pas une information qui pourrait nous aider par rapport à la dague. Il y a Oberyn Martell qui a observé Duncan quand il s'entraînait, et juste après, dans notre tente, on a trouvé cette fameuse dague. Donc je me dis peut-être qu'il y a un rapport entre les deux, et j'aimerais bien réussir à m'ôter ce doute. Bah effectivement, tu regardes à droite, à gauche, et tu vois toutes les armes qu'arborent les Dorniens sont des lames courbées. Les lances, les épées, toutes leurs dagues et tout ça c'est des lames courbées. Vous avez des armes assez intéressantes, on n'a pas l'habitude d'en voir comme ça dans le Nord. La forme courbée vous empêche pas de toucher correctement l'adversaire. C'est vrai que vous devez manquer d'allonge. Oui, mais on gagne en vivacité. C'est à Dorm en particulier que l'on fait ce type de lame. Alors tu commences à s'impatienter à Dorm, mais aussi à Essos. De l'autre côté du détroit, la plupart des lames, ça dépend de quelle cité libre on parle, mais beaucoup de lames là-bas sont courbées également. Merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie. Merci de votre temps. En sortant, je suis extrêmement mal à l'aise. J'ai l'impression d'être allé voir quelqu'un qui n'avait absolument rien à voir avec cette histoire et d'avoir mis dans l'embarras. Alors absolument rien à voir, je sais pas, t'as bien vu les armes quand même. En tout cas, il n'est pas notre ami. Non, bon, c'est pas notre ami non plus, mais c'est pas notre ami et ça fait du bien. Mais je trouve ça bien qu'on y soit allé quand même, Duncan. Ouais, j'espère que ça va pas lui causer de problème. Ça, je me fais pas trop de soucis pour lui. Ça peut jouer en notre faveur si les gens pensent qu'effectivement nous avons des liens avec lui directement. On a effectivement bien fait d'y aller. Ouais. Alors de mon côté, j'ai décidé du coup d'aller mener un peu mon enquête du côté de Karl Whitehill. Ma première idée c'était d'aller voir l'écuyer de Karl Whitehill, mener mon enquête, et pour la mener je décide d'y aller en civil, un petit peu camouflé, peut-être avec une capuche, quelque chose pour que les Whitehill ne reconnaissent pas que je suis le maître d'armes des Forrester. Je décide d'être le plus discret possible, c'est pour ça que je décide d'y aller seul. Au moment où tu avances sur le site du tournoi, tu entends qui résonne sur tout le site du tournoi des cris d'agonie horribles, quelqu'un qui souffre atrocement, qui souffre le martyre, et tu reconnais évidemment la voix de Karl Whitehill. Il y a pas mal d'effervescence du coup autour de la tente des Whitehill, il y a pas mal de gens qui se renseignent pour savoir ce qui se passe et tout ça. Donc évidemment tu vois les frères Whitehill qui ressortent de la tente un petit peu paniqués, il y a beaucoup d'activités, tu vois le seigneur des Whitehill, Lord Whitehill, qui a l'air désespéré, la tête dans les mains, et qui a l'air totalement impuissant face à la situation. Effectivement tu vois l'écuyer qui a envoyé faire ne sais pas quoi, l'écuyer de Karl Whitehill, tu le reconnais, et donc éventuellement tu peux essayer d'aller lui parler en étant un petit peu détaché du groupe des Whitehill. Alors il y va à toute vitesse, il faut vraiment que tu l'arrêtes alors qu'il est en train de marcher en trombe. D'accord, donc je prends dans ses pas, je le poursuis, et une fois que je m'assure d'être seul et de ne pas être vu par les Whitehill, je décide de l'intercepter et lui dis jeune homme, désolé de vous importuner. Que me voulez-vous? J'ai affaire. Ça ne prendra que quelques secondes, j'ai juste une petite question à vous poser. Je suis un proche des Whitehill, et je me demandais dans quel état se trouvait votre maître, Karl Whitehill. Voilà, je cherchais à m'enquérir un peu de son état. Le jeune écuyer a l'air de totalement croire en ta sincérité, en le fait que tu sois un ami des Whitehill, et t'as pas du tout même reconnu, tu t'es plutôt bien déguisé. Et il te dit oui, mon seigneur va très mal, malheureusement, il avait un peu perdu l'appétit depuis quelques jours, il ne mangeait plus beaucoup, il avait l'air un peu stressé, je croyais, pour ces histoires avec ces maudits Forrester, mais je ne pense pas que simplement il ait trop bu lors du banquet, et il a même quasiment pas bu, et les gens crient au fait que c'était une grosse gueule de bois, mais je pense vraiment qu'il a un mal plus profond, et il se tord de douleur sans qu'aucun maître n'arrive à trouver d'où vient le problème. Depuis combien de temps était-il dans cet état ? Depuis que nous sommes arrivés à Port-Réal, 2-3 jours, quelque chose comme ça. Donc il était dans cet état avant que les Forrester arrivent ? Je ne saurais plus dire. Très bien, je me demandais si les Forrester étaient coupables dans cette histoire, effectivement, il me semble. Les coupables idéales. Les Forrester haïssent les Whitehill, au point qu'ils ont massacré le village. Et on leur rendra, ça viendra. Ils le méritent, bien sûr. Oui. Je vous remercie, jeune homme. Vaquez à vos occupations, je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Et il repart un peu hébété en fait de s'être arrêté. Il se souvient qu'il a un truc à faire, il repart hyper vite. Alors effectivement, tu te souviens, toi, au moment où il t'a dit ça, que déjà lors du banquet, quand vous l'aviez observé, Karl Whitehill ne mangeait déjà plus. Il paraissait déjà très stressé, très pâle. Peut-être qu'à ce moment-là, vous avez mis ça sur le compte du stress, parce qu'il allait faire son coup d'éclat. Mais tu te dis que peut-être déjà à ce moment-là, il allait déjà mal, il y avait déjà un mal un peu plus profond. La seule chose que je me dis, c'est qu'il a été victime d'un empoisonnement, c'est fort probable. Et
forcément quelqu'un nous veut du mal à la famille Forrester et à la famille Whitehill. Donc tu te rends avec Kyle et Merrick à l'auberge de l'Arbre Vert, parce que tu me dis bien que c'est là-bas que vous allez retrouver Carmine. C'est là-bas qu'elle joue avec son groupe de ménestrels. Et Merrick a l'air assez enjoué, il dit « Ah, j'aime bien la jeune fille, j'ai hâte de pouvoir lui reparler, effectivement, je pense qu'elle a pu voir des choses intéressantes au banquet. » Je pense aussi. Elle est toujours au fait de tout ce qui se passe dans cette ville, de toute façon. Alors que vous traversez la ville, justement, vous voyez le temps qui commence vraiment à se gâter, il y a un vent froid qui arrive sur la ville, il y a un gros orage qui a l'air de pointer son nez et qui va sûrement péter dans la soirée. Vous entendez les grondements du tonnerre au loin qui arrivent sur vous. Donc vous arrivez à l'auberge de l'Arbre Vert avec Kyle et Merrick. Vous rentrez à l'intérieur, il y a toujours cette ambiance assez intense. Il y a tous les ménestrels qui sont en train de jouer, voilà, le barman qui sert les tables. Sur l'estrade par contre, vous ne voyez pas Carmine, elle est pas là. On se fraye un chemin jusqu'au bar pour demander directement au tavernier. Dites-moi, est-ce que Carmine serait là ce soir? Est-ce qu'elle joue? Elle est en train de se changer dans sa chambre là-haut pour la prochaine scène. Elle en a pour quelques minutes. Elle va bientôt redescendre, je pense. On peut s'asseoir en attendant qu'elle fasse sa prestation. Quelqu'un veut boire quelque chose? Merrick dit « Allez, jeunes hommes, buvons pour oublier nos malheurs et célébrer nos victoires. C'est moi qui vous invite. » Voilà, donc vous vous posez à table. Parfait. J'aime bien l'ambiance de cette ville, dit Merrick. Ouais. Vous venez souvent? La dernière fois que je suis venu, c'était pendant la guerre. Je trouve que l'atmosphère a tout de même bien changé. Port-Réal avait été pillé et l'ambiance n'était pas à la fête. Ouais, c'est une ville faite de plein de faux semblants. Tout le monde fait semblant d'être heureux, de faire la fête. En vérité, il y a beaucoup de problématiques. J'aime pas trop cette ville. Ouais, j'avais cru comprendre. Parlez-moi de vous un petit peu. Nous n'avons pas vraiment eu l'occasion de parler. Je suis un ami d'enfance de Grégor, son garde-chasse, et j'ai été élu sa sentinelle. C'est le plus proche conseiller que peut avoir le Lord d'Iron Race, la sentinelle. J'ai ce brassard qui montre mon rang. Oui, c'est ça, son plus proche conseiller et son ami avant tout. Voilà, je l'accompagne dans toutes ses aventures. Vous êtes un petit peu le Kyle de Sir Grégor. Oui, c'est pas, on peut dire ça, jeune homme, vous avez l'air quand même plus vigoureux que moi. Même si je l'étais à votre âge, je vous mens pas, mais c'est vrai que j'ai dû perdre un peu de ma superbe, malheureusement. Oh, vous avez pu voir au tournoi, même j'ai perdu de ma superbe aussi, a priori. La plupart des gens qui y participent sont des machines de tournoi. Il y a une différence entre jouter et remporter une victoire sur le vrai champ de bataille. Je sais que ça n'a absolument rien à voir. Tout cela, c'est de la parade. C'est des gens avec des beaux atours, des belles armures, qui font semblant de jouer à la guerre. Mais quand tu as vécu la vraie guerre, tu sais que ça n'y ressemble pas. Sage parole. Du coup, j'observe un petit peu le bar. On n'a pas énormément de choses à se raconter avec Merrick. Voilà, t'as quelques minutes qui passent, tu vois qu'effectivement les autres ménestrels, ils ont terminé leur chanson, puis ils attendent un petit peu que Carmine arrive, quoi. Bah, attendons que Carmine arrive. Bah, vous attendez. Tu vois les ménestrels qui commencent un peu à s'impatienter, il y a le barman qui te regarde et qui s'y fait un peu... je sais pas trop ce qu'elle fait, quoi. Ok, je vais essayer de la rejoindre dans les coulisses. Je trouve ça étonnant qu'on l'attende si longtemps. Le tavernier a l'air de trouver ça aussi un petit peu étrange et ça ressemble pas du tout à Carmine d'être en retard à une prestation. Alors la voir directement du coup. Mais je voudrais pas rentrer dans la chambre d'une jeune fille alors qu'elle est en train de se changer. Moi non plus. Bon, même si je suis plutôt habitué, il suffira de frapper à la porte. Et donc en fait vous montez à l'étage, t'as un petit escalier en bois qui grince et tout ça, les loges des musiciens sont à l'étage et donc t'arrives dans un grand couloir. Donc vous arrivez devant la porte que vous a indiqué le barman, une grosse porte en bois, a priori t'entends rien à l'intérieur, quoi. Ouais, de toute façon je me dis à Kyle et à Merrick de rester un petit peu éloignés, c'est pas la peine, je vais aller frapper à la porte directement, du coup je frappe. Carmine? T'as pas de réponse. J'ai pas de réponse? Non. Carmine? Toujours rien. J'essaie d'entrouvrir la porte très légèrement sans du coup faire une apparition pour pas la surprendre à ce moment-là. Est-ce que c'est ouvert? Non, c'est fermé. La porte est fermée. Ouais. Y'a un problème, Naemon? La porte est fermée et ça ressemble pas du tout à Carmine de s'enfermer, ça n'a aucun sens. Carmine? Toc toc toc, il tape plus fort. Il y a quelque chose qui va pas du tout, c'est pas normal. C'est ouvert ou pas? Non, on défonce la porte. Vous mettez un grand coup d'épaule dans la porte, elle commence à se craquer, mais la porte ne se brise pas encore.
Donc la porte explose contre de votre épaule, Merrick rentre, il a dégainé sa hache, tout de suite vous entendez un peu du grabuge en bas parce que le bruit de la porte qui est enfoncée ça fait du bruit. Donc vous arrivez dans cette grande pièce qui est sous les toits, il y a une fenêtre qui est ouverte en grand et qui donne sur les toits, pendue par une grande corde à la plus haute poutre du plafond. Tu as Carmine qui ballotte mollement les pieds dans le vide, la corde lui en serre le cou, son visage est pâle et ses yeux complètement vides. Sa langue est ressortie et gonflée. Elle a été éventrée du thorax jusqu'à l'aine. Ses intestins ont été arrachés et sortis et il pend mollement sur ses jambes qui ballottent dans le vide. Tu as des grosses gouttes de sang qui perlent de ses intestins et qui tombent sur le sol en formant une énorme mare rouge sous ses pieds. Non! Sang noir, dit Merrick. Par les dieux. Daemon, il te prend par le bras, vous entendez, il y a des gens qui montent en courant, il te prend par le bras, il dit la fenêtre! T'as la fenêtre qui est ouverte en grand comme ça, et il court vers la fenêtre, il se penche à la fenêtre comme ça, qui donne sur les toits, il regarde à droite, à gauche, et il enlève sa main et tu vois qu'il se met à saigner de la joue comme ça. Un tireur! Je le vois qui commence à saigner, du coup je mets ma main sur son épaule, je dis ça va? Ça va, ah, bâtard! Il y a un tireur! Merrick il prend son arc, il prend une flèche, il se penche par la fenêtre, et immédiatement il décoche. En loin t'entends un cri de douleur et Merrick dit je l'ai eu. Et il commence à enjamber la fenêtre pour sortir. Pareil il y a Kel qui sort sa lance. Pareil je suis, on va sortir. Tu arrives sur le toit, sur ces tuiles oranges partout autour de toi. Tu as tous les toits de Port-Réal, cette mer orange qui tapisse l'horizon. Il a déjà sauté d'un toit à l'autre. Tu vois un homme qui est à genoux, qui a une flèche fichée dans la jambe, qui est habillé de manière assez légère avec une espèce d'armure de cuir. Il a un capuchon et un bandeau qui couvre le visage. Il a un grand arc courbe dans sa main. Et tu vois qu'il est habillé, pas du tout comme un chevalier, mais vraiment de manière légère, quoi. Discrète. Et au moment où tu passes la tête par la fenêtre, tu vois qu'il est tombé à cause de la flèche. Tu vois que c'est un homme chauve avec un grand tatouage de serpent sur le côté du crâne. Et au moment où il vous a vu, il rabat son capuchon, il arrache la flèche et il se remet à courir. Alors je me débarrasse de mon bouclier et de tout ce qui pourrait faire poids sur moi. Je cours sans réfléchir et j'essaie d'atteindre le toit sur lequel il se trouve, donc de sauter. Tu sautes au-dessus pour essayer de rejoindre l'autre toit. Tu sens que le poids de ton armure, le poids de ton arme te tire beaucoup trop violemment vers le bas. Tu te prends la corniche, tu n'arrives pas à t'agripper et tu tombes en arrière. Tu sens ce vide en dessous de toi, tu tombes. Tu t'écroules et heureusement tu tombes sur un balcon qui se fissure sous ton poids. T'es face à une fenêtre, t'es directement dans un appartement. T'entends Kel qui a hurlé Daemon! Tu vois que lui il a pris sa lance et il a essayé de la jeter sur le mec qui est en train de fuir. Tu entends la lance qui frappe contre la tuile et qui tourbillonne, qui va se perdre plus bas dans la rue. Il a complètement raté son coup. Il se penche au-dessus du toit et il te voit. Ça va! Donc je vais faire un geste pour très rapidement te dire et j'essaie de repartir, je rentre chez les gens et je continue à courir. Je vais essayer d'attendre la rue en fait pour continuer à courir. Je suis blessé évidemment, je suis sonné, en plus j'ai très mal à la jambe à cause du choc, mais du coup la fenêtre est ouverte, je passe par la fenêtre, la première fenêtre qui arrive, je passe au travers des gens, quitte à bousculer ce qui passe. J'ai qu'un objectif, c'est rattraper cette personne. D'accord, donc tu rentres chez ces gens-là, tu pousses les gens qui sont totalement offusqués de voir quelqu'un débarquer chez eux, qui sont en train de hurler, tu te prends des meubles, tu pousses tout, t'arrives dans une sorte de cuisine, tu renverses absolument tout sur ton passage. Heureusement, comme t'es un peu blessé, tu te prends les pieds dans un tabouret, t'arrives face à une porte d'entrée que tu ouvres avec grand mal. Tu vois par la fenêtre, là où tu es, l'homme qui a déjà sauté sur le toit suivant, très agile de sa personne. Tu arrives à trouver un escalier qui te permettrait de descendre au rez-de-chaussée et de continuer ta course dans la rue. Je le prends le plus rapidement possible, du mieux que je puisse, mais j'ai très mal évidemment. Je commence à sentir que je n'arriverai pas à le rattraper. Au moment où tu arrives dans la rue, où vraiment ta cheville te lance et te fait horriblement mal parce que tu as couru dessus, tu vois une foule de badauds dans la rue qui bloque complètement ta course et qui t'empêchera très certainement de rattraper cet homme. Je me retourne du coup, j'appelle Kale. Kale! Il est resté sur le premier toit, lui il a pas sauté avec tout son équipement, son bouclier et tout ça, il a pas pris le risque de sauter. Et je fais marche arrière et je vais essayer de les rejoindre. Tu retournes à l'Arbre Vert et les gens dans l'auberge effectivement avaient très vite entendu le bruit qu'on fait, le moment où vous avez défoncé la porte, le moment où vous avez hurlé. Et du coup tout le monde est arrivé sur les lieux du crime. Quelques courageux ont réussi à détacher la corde qui pendait Carmine à la poutre. Et tu as son corps sans vie qui est étendu sur le sol, toujours son corps qui a vraiment été... Déviscéré. Ça a été fait avec extrême violence, mais ça a été fait de manière assez précise quand même. Tu as Merrick et Kale qui sont un petit peu abattus. Je me tourne vers le tavernier et je lui dis qui était avec
Carmine avant. Et personne, elle est montée toute seule dans sa chambre aussi. Vous avez vu quelqu'un monter? Non, personne. Ça, je peux vous assurer, monsieur monseigneur, je peux vous jurer que vraiment elle était seule et si quelqu'un a dû rentrer, il a dû rentrer par la fenêtre. Mireille qui dit bordel, on était en train de parler en bas et elle se faisait massacrer. Un tatouage de serpent? C'est lui, c'est encore lui, c'est lui qui a recruté les mercenaires. Et regarde cette flèche qui m'a tiré dessus. J'ai réussi à la récupérer et il te le montre. Et tu vois la lampe de la flèche. C'est la même que celle qu'on s'était prise? Que toi tu t'étais prise dans le bassin, que Kale s'était pris dans l'épaule. C'est la même hampe qui est très, très soignée, de très bonne facture. Il faut aller prévenir les autres. Enfin, vous êtes en train de partir et juste tu vois, elle était posée sur un petit papier comme ça en cône, très joliment découpé sur une table. Je l'avais pas remarqué avant à cause de la crise. Mais tu vois qu'il y a un petit papier qui a été laissé comme une note à votre intention et dessus il y a marqué « À bientôt, Daemon ». Du coup, je prends le papier. Je suis désolé, Carmine. Je suis désolé. Je prends le papier et je m'en vais. Et au moment où vous partez avec Merrick, il y a Kale qui vient te voir discrètement et qui te dit Daemon, je sais que elle comptait pour toi et pour moi aussi, mais je crois qu'on a mis le doigt dans un truc qui nous dépasse, Daemon. C'est pas simplement une guéguerre entre deux familles, il y a des gens qui commencent à perdre la vie, ça commence à être un peu peut-être trop gros pour nous, tu vois, je veux dire, Non. Là, maintenant, on est bien dedans, Kale. Je pense que c'est le moment pour nous, surtout, de nous en écarter, Daemon. Non, Carmine vient de mourir. Et on va peut-être... Carmine vient de mourir! Et alors, ça reste une ménestrelle avec toute l'affection que je lui porte. Elle est morte. Par notre faute. Parce qu'on l'a impliquée dedans. Elle est morte parce qu'elle a témoigné pour les Foresters et nous aussi on a témoigné pour les Foresters. On est dans une cour politique qui nous dépasse totalement et ça ne m'étonnerait pas que ça nous retombe sur le coin de la gueule à un moment ou à un autre. Vous avez décidé de retrouver le promis d'Allegra Estremont, Ser Vardis Sarsfield, un homme des terres de l'Ouest. Donc vous le savez parce qu'Allegra vous l'avez dit la veille que eux sont logés au château. Et donc on vous oriente un petit peu à droite, à gauche, vous avez passé les portes du donjon rouge et vous arrivez dans une grande salle, une salle d'audience où il y a un petit peu des gens qui se croisent, qui s'entrecroisent, des nobles gens très clairement. Là vous avez affaire à la haute. Il y a un serviteur qui vous amène et qui vous pointe discrètement du doigt. Allegra Estremont qui est assise en face de cet homme qui est en habit de chevalier, qui a encore son aume ouvert sur la tête, qui a une grosse moustache très imposante, ce chevalier, qui a l'air bien plus vieux qu'elle. Alors il vous remarque assez rapidement et vous voyez Allegra Estremont qui se tend d'un coup. Je te fais ça, ouais, comme ça. Eh bien, bonjour. Est-ce que c'est la première fois que nous nous voyons aujourd'hui, je crois? Je ne vous connais pas. Je suis Andrea Colbir, voici ma sœur Astrée. Enchantée. Ah, je crois qu'Allegra m'a parlé de vous. Oui, nous avons déjà croisé Allegra. Nous tenions à vous féliciter pour votre joute aujourd'hui, la victoire contre Sir Frey, qui a été des plus mémorables. Rudement menée cette histoire, oui. Si vous restez debout, c'est que vous avez été le meilleur et que, par conséquent, tous les honneurs vous reviennent. Merci bien. Et vous, qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Andrea Colbir, nous sommes la famille vassale des Foresters. Le commerce de Ferrugier, tout ça, oui, j'ai cru entendre. Exactement. D'ailleurs, nous venions, enfin en tout cas pour ma part, avec la promesse d'un cadeau de mariage, puisque nous savons que vous allez vous marier bientôt, à savoir mon bouclier que j'ai proposé à votre promise en cadeau une fois le tournoi terminé. C'est fort aimable de votre part. J'ai cru comprendre que le Ferrugier est un bois particulièrement exceptionnel. Tout à fait exceptionnel. Ma foi, le cadeau est fort apprécié. Nous espérons nous marier à la fin de la semaine. Vous devez être fier de votre futur époux, Allegra. Très fier. Pourquoi? Pour cette joute de cet après-midi qu'il a remportée. Dois-je faire la preuve de mon amour pour lui devant vous? Absolument pas, mais vous paraissez si froide. Votre venue est inattendue. C'est une simple visite de courtoisie, voyez-vous. Nous n'avons pas l'occasion de voir beaucoup de gens de la haute société dans nos terres, et c'est l'occasion de faire quelque peu connaissance et de tisser quelques liens courtois. La courtoisie aurait pu être au rendez-vous lorsque nous cherchions à nous installer sur le terrain d'entraînement, mais vous avez tout de suite pris à partie ma famille. Cela n'a rien à voir avec nous. Nous suivons les Foresters, en tout cas devant eux. Eh bien, vous pourrez dire aux Foresters que c'est moi qui m'occupe de leur commerce de Ferrugier, que je trouve que
ayant une responsabilité dans cette affaire, il nous traite de la plus mauvaise des manières. C'est nous qui prenons les décisions importantes dans cette affaire. D'accord. Tout à votre honneur. Et vous le connaissiez d'avant, Glarius Tech, sacré personnage d'ailleurs. Je dois dire, courtois et charmant, mais assez intriguant. L'homme est charmant, c'est vrai. Et oui, je le connais d'avant. Il se trouve que nous avons déjà travaillé ensemble. Alors tu sens qu'elle te dit pas tout quand elle te dit ça. Puis-je savoir ce que vous faites dans le Donjon Rouge? Nous sommes venus vous voir. D'accord. Nous en avions peut-être un peu assez... Enfin, personnellement, j'en avais un peu assez de la présence des Foresters. Nous sommes associés à ces histoires Que nous subissons. hein. Nous avons besoin aussi de montrer que notre famille reste une famille noble avant tout, et que notre nom a besoin d'être on va dire, cité distinctement de celui des Foresters. Et nous sommes en quête de vérité, mais nous restons absolument à rester neutres dans cette histoire. Et sachez que nous venons vous voir en toute discrétion, les Foresters ne sont pas au courant. Tout ce que je peux vous souhaiter, si vous avez un peu de chance, c'est que les White Hills triompheront et les White Hills seraient intéressés pour vous garder comme vassaux si les Foresters venaient à être déchus. Il semblerait que sur les terres du Nord, il y a une grande zone à gérer et que seule une cavalerie adéquate pourrait vraiment patrouiller les terres. Même dans le cas d'une déchéance de la famille Forrester, vous seriez très sollicité par la famille White Hill, je ne fais pas de soucis pour vous. Et vous parlez d'une déchéance comme si elle était déjà acquise? Je sais que le duel judiciaire a tranché en votre faveur, mais... Bon, avec toutes les casseroles qui suivent la famille Forrester, je ne sais pas si vraiment ils sont encore sortis d'affaires. Ce qui clairement va en faire pâtir le commerce de Ferrugier. Les différents acheteurs et la manière dont il sera géré sont évidemment entachés par les actions des Forrester. Ce n'est donc pas dans votre intérêt. Mon intérêt à moi est de faire fructifier ce commerce de Ferrugier. Je ne sais pas pourquoi mes frères étaient si intéressés par ce commerce. Personnellement, je m'en serais bien passé. Écoutez, il se trouve que c'est ma famille, les cousins du roi, qui avons été désignés pour s'occuper de ce commerce. C'est une formidable opportunité pour votre famille, j'en suis certain. Exactement, et je compte la faire fructifier, cette opportunité, que ce soit avec les White Hill ou avec les Forrester. Vous avez quand même, votre famille, en tout cas, à l'image de votre père, avait une relation particulière avec les Forrester. De ce que m'a raconté mon père du temps de ma jeunesse, les Forrester et les Estremont étaient les meilleurs amis du monde. Je n'ai pas connu mon père, et ce n'est pas parce que vous avez été ami avec mon père mort depuis plus de 21 ans que ça doit créer des liens entre nous. J'ai l'impression que vous en savez beaucoup plus que ce que vous voulez nous laisser entendre. Sur mon père? Sur votre père, sur la déchéance prévue des Forrester. Mais mon histoire ne vous regarde pas. Pas plus que mes relations avec mon père ou mes relations avec la couronne, je trouve vraiment vos questions totalement inopportunes. Cher Vardis, je vous invite à quitter le lieu avec moi, je ne souhaite pas rester en la présence de ces personnes. Très bonne journée à vous. Attendez, je vous en prie, j'ai à peine... Madame, te dit Sir Vardis Sassfield, n'en faites pas trop, je crois que madame est très énervé. Nous nous reverrons sûrement. Vous serez les bienvenus, mais je crois que le moment est mal choisi. Monseigneur, madame, il tourne les talons et il s'en va. Je suis désolée. Ouais. J'ai vraiment mis les pieds dans le plat, je sais pas ce qui m'a pris. Gardons la tête haute et sortons d'ici le plus vite possible. Astrée et Andrea, vous rentrez un peu dépité du Donjon Rouge. Tu sens que tu avais plutôt bien géré la situation, mais tu as dit un peu le mot de travers. Tu sens qu'il a fait basculer un petit peu son tempérament agressif à Allegra. Vous voyez effectivement l'orage qui est en train de gronder au loin. Il va bientôt s'abattre sur toute la ville. Et quand vous arrivez sur le site du campement, vous voyez la tente des Forrester et autour d'une table dehors, vous voyez tout le monde qui est réuni. L'air vraiment sombre. Personne ne pipe mot et il y a une ambiance de mort qui règne dans le camp des Forrester. Ouais. Donc on arrive et moi j'essaie de rien laisser transparaître de ce qui vient de se passer. Je cherche Harald du regard, je connais cette sensation de défaite, et je viens voir Harald. Qu'est-ce qui s'est passé? On vient d'apprendre par Daimon que Carmine était morte. Ah, ce n'est que ça. Mais ça veut dire beaucoup. Qu'est-ce que vient de dire Damastré? Non, faites pas attention. Nous avons nos lots des concertations aussi. Et... Alors, qu'est-ce que vient de dire Damastré? J'ai rien dit, Daimon. Qu'est-ce que vous avez dit? Absolument. Qu'est-ce que vous avez dit? Calmez-vous, Daimon, ça sert à rien de s'énerver. Et écoutez, Astrée, Vous n'êtes qu'une sorcière, vous êtes une langue de vipère, vous ne méritez même pas la vie. Daimon, Laissez calmez-vous. emporter sacrément par vos émotions, Daimon. Écoutez, Daimon, je vais vous demander de sortir, s'il vous plaît. Je ne sortirai pas. Daimon, c'est peut-être bien que vous allez prendre l'air un petit peu. Nous devons le respect à la fille, Astrée. Elle nous a aidés, elle a témoigné pendant notre procès, alors que rien ne l'a forcé à le faire et elle a perdu la vie pour ça. Et vous voulez que j'aille prendre l'air, c'est ça? Quelqu'un crache sur une personne qui vous a aidé, vous Calmez-vous, me dites à moi! calmez-vous, Vous dites... Daimon. Ne me parlez pas! Vous dites à moi d'aller prendre l'air? C'est comme ça que vous remerciez? Mais je vous écoute même pas. Quel âge vous avez déjà? Qui êtes-vous? Duncan. Ne me dites pas de me calmer, c'est tout. Quand quelqu'un est en train de cracher sur la personne Oui, qui vous a laissez parler aidé... mon père, s'il vous plaît. Pardon? Oui, Mais laissez parler arrêtez, écoutez un petit peu, faites preuve de sensibilité, ne soyez pas têtus. Non, bon, les deux là, vous arrêtez, c'est bon. On est Duncan, J'ai entendu, Duncan, arrêtez. Duncan, écoute-moi.
C'est exactement ce que nos ennemis espèrent de nous, que nous déchirions comme ça, stupidement, bêtement. Daemon s'est battu pour nous plusieurs fois. Daemon s'est battu pour attraper l'assassin de Carmine, et je demande à ce que son geste et ce que sa personne soient respectés. Je me suis bien fait comprendre? Oui. Très bien. La fille est morte pour nous. Elle est morte parce qu'elle a témoigné. Elle est morte parce qu'on l'a vue en notre présence. Nous ne sommes pas les White Hills, ce n'est pas un simple détail dont nous allons nous séparer comme ça. Je vois, Astrée, que vous levez les yeux au ciel. Et je vous demande d'être investi dans cette famille comme je le suis. C'est notre famille, et c'est à nous de la protéger. Je ne supporterai pas qu'il y ait des dissensions dans notre groupe. Aucune! Assez d'enfantillage, assez de vos caprices, assez de vos défis les uns avec les autres, de votre fierté juvénile. J'en ai assez, j'en ai soupé pendant tout le voyage de ces histoires. Nous allons tout perdre! Nous allons perdre notre titre, notre famille, notre honneur, nos terres. Si nous perdons tout, nous serons à la merci des White Hills. Nous sommes des hommes et des femmes mortes. Tous autant que nous sommes. Je refuse qu'on continue à vous disputer si stupidement. Daemon, je me fiche de ce que disent les gens, vous êtes un chevalier à mes yeux. Vous avez fait bien plus que bon nombre de chevaliers que j'ai connus dans ma vie. Et ce n'est pas de gagner une pitoyable joute, une parade qui fera de vous un homme. Gardons l'esprit au clair, gardons la tête froide. Pourquoi cette femme est-elle morte? Carmine est morte, car on l'a vue en notre compagnie. On l'a vue en notre compagnie à 2 endroits, dans la salle d'audience, où l'accès à la salle était libre. Donc tout le monde aurait pu assister à sa présence et à son témoignage. Et je pense qu'elle a été vue en notre compagnie également au banquet. Est-ce qu'on a quelconque preuve de l'origine de son assassin? Je vous laisse parler, Daemon, c'est vous qui étiez présent. On a juste vu un homme s'enfuir avec un tatouage de serpent sur le visage, exactement comme lors de l'attaque que nous avons subie dernièrement. De plus, les flèches étaient exactement les mêmes que celles utilisées lors de cette attaque. De ce que tu as vu, la stature, le crâne chauve, t'es quasiment sûr que c'est un homme. Ce comportement mystérieux, ce type d'armement singulier, ce démarquage avec ce tatouage particulier, pour moi, ce sont tous les ingrédients d'une confrérie secrète. Je n'ai pas d'éléments de preuve à vous apporter, c'est une simple intuition. J'ai l'impression que nous n'avons affaire qu'au bras armé des vrais instigateurs de ce genre de choses-là. Nous revenons d'une entrevue qui semble hautement indiquer que le sort des Foresters a été tranché bien avant que nous arrivions à Port-Réal. Nous, les Colbiers, en tout cas, ne faisons pas figure déterminante dans cette histoire, mais je pense que nos ennemis se donneront un malin plaisir à essayer de nous soudoyer pour faire pencher la balance en leur faveur. Je tiens simplement à vous affirmer mon dévouement envers la famille Forrester. Je l'affirme au nom de ma sœur aussi. Je m'excuse, Daemon, au nom de ma sœur pour ce manque de respect qui est sûrement dû à nos propres frustrations. Nous vous donnons nos sincères condoléances et j'espère que nous continuerons à faire front ensemble. Merci. Je voudrais rajouter, dit Méric, parce que j'étais là quand la pauvre fille a été assassinée, et j'ai vu l'homme qui nous a tiré dessus. C'est des choses qui me viennent en tête, mais effectivement son équipement n'est pas du tout typique de Westeros. Vous parlez d'une confrérie, même si Carmine a été tuée de manière extrêmement violente, d'une certaine manière ça a été fait de la plus propre et de la plus précise des manières. Ce n'est pas une boucherie, c'était quelqu'un qui savait quel tourment il lui infligeait et comment mettre en scène sa mort. Je pense que la jeune fille était déjà morte au moment où il lui a sorti les intestins, ça n'avait aucune importance de le faire. Je pense que c'était plus un spectacle terrifiant qui nous était destiné à nous comme une menace. Ce tatouage me fait vraiment penser aux cités libres, à Bravos. Tous les gens là-bas ont des tatouages qui indiquent s'ils font partie de la classe des esclaves, s'ils font partie de la classe des marchands. Chaque tatouage a une signification, ça pourrait être intéressant si on découvrait quelle signification pouvait avoir ce tatouage. Je pense que la marche à suivre est tout à fait tracée. Est-ce que vous avez gardé les pointes de ces flèches? Oui. Très bien. Dans ces cas-là, dès que le moment me le permettra, j'irai voir votre bon ami Glarius Ptek pour le confronter sur l'origine de ce matériel. En complément d'enquête, pour connaître l'origine des flèches, je me propose d'aller à Culpusy aller chercher certains armuriers s'ils ont une idée d'où ça pourrait venir. Bien, eh bien, je propose que nous en restions là pour la soirée. Je tiens juste à ce que nous fassions ce pacte entre nous, de nous promettre que notre famille est indivisible et que nous nous soutiendrons tous, malgré nos différends, dans cette épreuve compliquée. Oui, Lord Forrester, nous promettons, n'est-ce pas? Notre famille est totalement indivisible. Freya, Oui, père. j'aimerais vous entendre, Astrée. Oui, Lord Gregor. Nous sommes indivisibles. Ma charge est la vôtre, Lord. Vous pouvez compter sur moi, Lord. T'as quelqu'un qui est à côté de toi et qui acquiesce un peu en même temps que toi. Je me tourne vers lui et je lui fais un sourire. Tu sens son regard qui te dit
on s'embarque dans un truc... tu sais que c'est compliqué pour lui, quoi. Alors il y a Maître Ortengreen qui arrive à ce moment-là, que vous avez envoyé se renseigner un petit peu, donc il écoute ce que vous avez à dire et il vous transmet ces informations, effectivement en se renseignant, parce que le maître Ferris, qui est donc le maître de la famille Whitehill, n'est pas spécialisé en soins, du coup il est complètement dépassé par la situation, il a dû faire appel à d'autres maîtres qui se sont un petit peu relayés. C'est très compliqué parce que malgré leur science, ils n'arrivent pas à déterminer quel est le mal qui afflige Karl Whitehill. Maître Ortengreen pense que du coup c'est un poison, mais les poisons qui sont très difficiles à identifier, déjà sont très rares. Ça peut être des larmes de lys, des choses comme ça. Il n'est pas expert non plus en poison, mais il en a déjà entendu parler. Et malheureusement, sans un échantillon à analyser, ce serait très compliqué de déterminer ce qu'il y a. En tout cas, c'est clair que Karl Whitehill est au plus mal. Il souffre le martyr. Apparemment, c'est son estomac qui le fait atrocement souffrir. Il a une fièvre très développée, mais il ne présente pas de taches, d'embrun qui peuvent être assez caractéristiques d'un empoisonnement. Si je me rappelle bien, les spécialistes du poison à Westeros viennent du sud, de Dorne la plupart du temps. Si tu penses à la vipère rouge, Oberyn Martell, il est connu pour avoir assassiné plusieurs personnes avec des poisons forts et violents. De ce que je vois du personnage, de ce que j'ai entendu dire, je vois le mal Oberyn Martell sans avoir quelconque intérêt à... Dorne est si loin du nord que j'aurais du mal à croire qu'il puisse y avoir un lien entre lui et nous. Mais justement, peut-être savoir si quelqu'un du nord, d'à Whitehill, ou bien d'autres de Port-Réal a fait affaire avec les Dorniens sur des histoires de poison. Il faudrait peut-être poser la question justement au Martell. Et je voulais vous dire aussi que je tiens à m'excuser pour les paroles que j'ai eues tout à l'heure envers Daemon. Je ne pense pas être capable de lui demander de me pardonner à lui, mais je tenais à vous le dire à vous. Astrée, c'est une situation où nous sommes au pied du mur et c'est dans cette situation qu'on doit montrer notre force et notre capacité à nous dépasser. Allez vous excuser auprès de Daemon et que cette affaire soit enterrée. Il tourne les talons, il part dans sa tente. Et un peu las par tout ce qui vient de vous tomber sur les épaules aujourd'hui, vous voyez que d'un coup, quand il rentre dans sa tente, c'est presque un vieil homme. Et il est bien loin du guerrier que vous avez connu. Hear the might whisper from the eyes. Bring to you kings and sons to die. White the grass will always be marked by the cold blood of northern cries. Be where the fights, they will give you iron hearts. Moi j'essaie quand j'arrive de rien laisser transparaître. Et je sens qu'il y a un problème. Oh mon dieu, ce timing parfait! C'est le bon timing! Il y a un problème. Putain, mais ce timing de ouf quoi! C'est juste... Il y a un problème.